du président des plus riches. Et avec nous ce soir pour le grand débat dont va plus loin, Philippe Diribarne, bonsoir, sociologue, directeur de recherche au CNRS, Frédéric Savicki, bonsoir, professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Céline Pina, bonsoir, essayiste et cofondatrice du mouvement Vivre la République, et Flore Santisteban, bonsoir, enseignante à Sciences Po, spécialiste des mouvements sociaux. Il y a évidemment plusieurs causes à ce mouvement, on va les voir les unes après les autres, mais une des caractéristiques, c'est quand même la colère contre la personne même d'Emmanuel Macron. Il est en train de cristalliser tous les mécontentements, il provoque presque des réactions épidermiques. C'est devenu lui le problème, Frédéric Savicki ? Ah bah, de toute façon, il est président de la République, donc c'est clair qu'évidemment, les demandes s'adressent à lui. Dans d'autres quinquennats, ça pouvait être les premiers ministres. Ça pouvait être les premiers ministres, mais on sait quand même qu'au moins, depuis l'adoption précisément du quinquennat, le président est de plus en plus en première ligne, et son premier ministre, effectivement, joue plutôt un rôle de pacificateur. Bon, après, c'est vrai que la personnalité d'Emmanuel Macron, par ses déclarations, vous l'avez rappelé au cours de cette année, assez mal perçue. Alors sur le moment, on n'a pas forcément prêté attention, mais quand on regardait quand même ce qu'ils disaient sur les tweets, les comptes Facebook, les pages des journaux, beaucoup de journaux disaient on est obligé de censurer parce que ça provoque effectivement des réactions de haine qu'on n'a jamais vues à ce point-là pour d'autres présidents. Donc il y a incontestablement un problème lié à son rapport aux Français, à sa manière effectivement de s'adresser à eux qui aujourd'hui finalement explique le surcroît de haine, voire de violence dans certains cas. Il l'a un peu cherché, Flore Santisteban. On a revu les petites phrases qu'il a prononcées, traverser la rue pour trouver un travail. Il y a des choses comme ça qui ne passent plus, en tout cas, Gaulois réfractaires et j'en passe. Oui, tout à fait. Et puis d'une façon générale, c'est vraiment un mode de gouvernance qui est remis en question par ce mouvement, c'est-à-dire une verticalité du pouvoir qui s'oppose à un mouvement qui, lui, repose vraiment sur l'horizontalité, l'absence de représentation individuelle, d'expression individuelle. Et c'est vrai que ce chef de l'État qui systématiquement prend les Français de haut, c'est le sentiment qu'il donne, met de l'huile sur le feu. Et donc cristallise, effectivement, je suis d'accord avec Frédéric Savicki, une forme de haine. Et ce que j'ai vu ce week-end en allant au contact des Gilets jaunes, c'est même plus que de la haine maintenant, c'est de la rage. Colère, contre lui en particulier. Contre lui, contre sa politique, contre le fait de ne pas être entendu, contre le fait de ne pas avoir de réponse à leurs questions. Philippe Diribarne, je voudrais vous citer Stéphane Siro, à nouveau, historien spécialiste des mouvements sociaux. Voilà ce qu'il dit. Emmanuel Macron, c'est Louis XVI au moment des États généraux qui reçoit les cahiers de doléances mais qui n'y comprend rien. Est-ce que c'est exactement cela? Est-ce que c'est un parallèle pertinent à votre avis? Emmanuel Macron, son monde, ce qu'il apprécie, ce sont les gens entreprenants, dynamiques, voilà, les créateurs de start-up. Et au fond, son rêve, je dirais, c'est de transformer tous les Français, de penser que tous les Français vont devenir comme ça. Selon son modèle. Son modèle à lui, et que les gens qui ne sont pas comme ça, eh bien, ce sont... J'exagérerai en disant que ce sont des sous-hommes, enfin... Un peu de ça. Des citoyens de seconde catégorie. Oui, ce ne sont pas seulement des citoyens, mais des humains. Et je crois qu'il y a effectivement ce sentiment très, très, très fort d'être considéré comme n'étant pas vraiment digne d'être des citoyens comme les autres, d'être des humains comme les autres, etc. Et alors ça s'est exprimé à travers des tas de phrases maladroites, mais je pense que c'est au-delà des phrases. C'est que réellement, ce monde-là, c'est un monde qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas, qu'il ne comprend pas. Probablement, il n'a jamais été en contact avec eux. Il n'a jamais été ni maire, ni conseiller municipal, etc. Et je pense qu'il n'a pas non plus d'expérience de la campagne, enfin vraiment voilà, de la France basique, qui effectivement souvent est composée de personnes pleines de qualités, mais qui ne sont pas des super battants prêts à aller gagner sur le front international. C'est très sévère ce que vous dites sur Emmanuel Macron ce soir, Céline Pina. Vous êtes sur cette même ligne Pour vous, c'est aussi lié, et clairement même, à un problème Emmanuel Macron. Il y a un problème avec ce président? Oui, en tout cas, les gens l'ont ressenti comme extrêmement méprisant. Le terme qui revient très souvent, c'est le terme de mépris de classe. Et y compris quand vous rencontrez chez les Gilets jaunes des gens qui ne sont pas politisés, donc dont le terme ne devrait pas venir comme ça aussi facilement. Ce terme de mépris et de mépris de classe apparaît très très vite. La deuxième chose... c'est le côté provocateur. C'est-à-dire que le mépris et la provocation en même temps, c'est un petit peu
très très dur à assumer. Et moi, quand j'ai rencontré les Gilets jaunes, une phrase que beaucoup m'ont dit, c'est vous savez, il nous a demandé d'aller le chercher. Et ben c'est ce qu'on fait, on va à Paris le chercher. Et j'avais jamais réfléchi sous cet angle-là, mais au 4e ou 5e personne qui me disait ça en me disant mais il nous l'a demandé d'aller le chercher, eh bien c'est ce qu'on fait. Je me suis dit, là, on est un petit peu mal. Et enfin, la dernière chose, c'est il y a la verticalité, il y a l'incohérence. Je ne suis pas sûre que les Français n'accepteraient pas une verticalité de protection. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est cette verticalité du mépris et cette absence de protection. Et cet homme qui leur dit quelque part, il y a les start-upers et vous qui n'êtes rien. Et cette phrase-là, elle a fait des ravages et elle revient régulièrement dans les témoignages des personnes. Donc là, le problème, c'est qu'on a affaire à un pays avec qui la confiance est rompue. Et le problème, c'est que là où n'importe quel, j'allais dire même la plus bête des personnes de l'ancien monde lui dirait maintenant l'âge du lest, fais un moratoire sur les taxes parce qu'on ne va pas pouvoir entrer dans le dialogue si tu ne montres pas que tu as entendu et si tu ne prouves pas que tu es capable de temps en temps de te déjuger, ce refus absolu qui est un orgueil enfantin commence à nous coûter très cher et est grave parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a encore les moyens de protéger Paris ? Parce qu'on sait que samedi, ceux qui vont monter sur la capitale, ils pensent que Paris est une ville à prendre, ils pensent qu'on peut piller les magasins et on va avoir quelque part, pour le coup, l'intersectionnalité des affreux. C'est-à-dire extrême droite, extrême gauche, banlieue, caïd, tous les voyous vont monter parce que pour eux, eh ben, y a de quoi faire. Encore un mot sur Emmanuel Macron. Est-il perturbé ou non? En attendant, il ne prend pas la parole, en tout cas pas pour l'instant. Il annonce qu'il annule sa visite mercredi en Serbie. Je voudrais juste vous lire Hervé Morin qui dit « Samedi, on avait le sentiment d'une espèce de vacance du pouvoir. Le président doit parler rapidement. » Il était un peu en décalage samedi aussi, Frédéric Savicki, avec son déplacement en Argentine, certes pour un rendez-vous extrêmement important, mais on le voyait presque souriant pendant que Paris était en proie au chaos. Oui, et en plus faisant l'apologie de la politique de Macri, qui est une politique particulièrement dure pour le peuple argentin. Mais je dirais que le problème, il est que le président s'est quand même beaucoup exprimé dans les jours qui ont précédé. Il a grillé toutes ses cartouches. Oui, c'est-à-dire que la colère qui s'est exprimée, pas seulement à Paris, mais ailleurs aussi, samedi, elle est aussi la réponse au fait que les Français ont eu de ne pas avoir été, enfin ceux qui se sont mobilisés, avoir été clairement entendu. Donc là, il est bien en peine, effectivement, j'allais dire, de reprendre la main, d'autant plus qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Pour reprendre la main, il faudrait une annonce forte. Et cette annonce forte, il se refuse à la faire. Il se refuse à la faire à cause de, j'allais dire, son habitus de classe, pardonnez-moi ce terme emprunté à Bourdieu, mais aussi parce qu'il est obsédé par le contre-modèle Hollande. C'est-à-dire, il a... celui qui a reculé. C'est un petit... Surtout pas être... Voilà, il ne faut pas faire comme François Hollande. Il faut... les Français n'ont pas compris qu'il fallait réformer ce pays, donc je paye cher aujourd'hui, mais on me remerciera demain. Oui. Alors, le problème... J'ai raison contre tous. Voilà, parce qu'il est persuadé qu'en ne faisant rien, on perd quand même les élections. Et, que, voilà. Et le problème vient... Il y a une troisième source du problème, c'est que... Je sais bien que c'est quelque chose que les marcheurs contestent, mais enfin, ce président, il a été élu avec 23% au premier tour, et au deuxième tour, contre, non pas pour son programme. Donc, et il fait comme si les Français, dans leur majorité, avaient donné quitus ou avaient approuvé son programme, ce qui est faux. Et donc, comme en plus, évidemment, cette amplification liée au mode de scrutin majoritaire à 2 tours lui a conféré une majorité écrasante à l'Assemblée nationale avec des députés godillots qui lui doivent tout, et bien évidemment... Il se fissure, hein, pour le coup. Il commence à se fissurer, enfin, mais il est temps, j'allais dire, parce que l'affaire Benalla est passée quand même par là, nous l'oublions pas, il y a eu d'autres fissures assez importantes. Et en attendant, ces derniers jours, on entend beaucoup les mots insurrection et révolution, c'est ce que je disais en introduction. Ces termes sont-ils le reflet de ce qui se passe aujourd'hui? On n'en est pas loin, nous dit en substance Olivier Besancenot, membre du nouveau parti anticapitaliste, anciennement LCR, je vous le rappelle, Ligue communiste révolutionnaire. Il était l'invité de France Inter ce matin, on l'écoute, et je voudrais vous faire commenter cela après. Il y a un petit air d'insurrection, en tous les cas. Il y a un mouvement profond qui reste extrêmement populaire. Pour que ça soit une révolution, il faudra être encore beaucoup plus nombreux. Mais moi, qui ai fait quand même pas mal de manifestations depuis mon engagement, samedi, c'est la première fois que je perçois dans l'ambiance, dans l'air, cette détermination extrêmement forte.
Les mots ont un sens, insurrection, révolution, un petit air d'insurrection. Qui veut réagir à cette phrase? Est-ce que ça vous paraît vrai ou pas, Flore Santisteban? Écoutez, que Olivier Besancenot souhaite le grand soir, ça, oui, pour vous, il se réjouit, il y a un peu de ça. Oui, il se réjouit, il attend ça depuis des années, donc effectivement, voilà, pour lui, c'est du pain béni, je dirais. Après, il faut faire attention avec les mots, révolte sans doute, émeute samedi, c'était clair, guérilla urbaine, je ne suis pas certaine qu'on en soit encore là. C'est déjà trop fort pour vous? Voilà, révolution, bon... Guérilla, ça se fait avec des armes, hein, donc il n'y a pas eu de guérilla, non. On peut en parler. Hein. Enfin, des matraques, c'est des armes. Oui, enfin... Ouais. Guérilla, vous avez vu notre titre, Gilets jaunes, une révolution 2.0. Est-ce que ce sont des termes trop forts? Insurrection, révolution. Céline Pina, pour vous, c'est trop fort? Ça dépend de qui on parle. Effectivement, les casseurs, il y a eu un certain nombre de personnes dont le rêve est en fait la déstabilisation politique qui se sont dit « Viva, il y a un boulevard, j'y vais ». La grande majorité des Gilets jaunes ne sont absolument pas là-dessus. C'est quand vous discutez avec eux, ce sont des gens qui vous parlent de façon très concrète du fait que eux, le mois, ils terminent le 18 ou le 20. Et moi, je le vois là où j'habite, un truc tout bête. Vous achetez des pizzas le soir, à partir du 20, vous venez quand vous voulez, vous avez votre pizza tout de suite, il n'y a jamais de queue. Les gens attendent la paye. Et donc, ce dont ils vous parlent, c'est vraiment de difficultés très, très concrètes. Oui, ils ne veulent pas renverser le pouvoir, ils ne veulent pas de 6e République. À la limite, ils peuvent demander la démission de Macron, mais c'est la colère. Quand vous les placez en leur disant « Ok, vous obtenez la tête de Macron, et après ?» Et eux-mêmes finissent par dire « Bah oui, il vaudrait mieux qu'on se mette à négocier. » Et même aujourd'hui, les Gilets jaunes en appellent à Macron en leur disant « Mais cédez sur les taxes, qu'on rentre en négociation. » Pour les trois quarts disent ça. Donc aujourd'hui, on a quand même un problème d'un président qui fait courir des risques énormes à un pays par pur orgueil. Moi, je trouve ça dangereux. Oui, alors simplement, j'aimerais revenir sur l'interview de Benjamin Griveaux ce matin sur France Inter, qui était particulièrement intéressante parce que je pense qu'il a commencé à mettre un ballon d'essai dans le débat public. Alors, il s'est montré extrêmement ouvert, il a essayé de tendre la main, mais surtout, il a commencé à expliquer que l'ISF, on allait sans doute revoir les modalités de l'ISF. Donc ça, c'est un premier... Pour vous, il y a eu un geste ce matin? Oui, alors c'est un premier geste. Je ne sais pas, on peut appeler ça un recul. Moi, j'appellerais plutôt ça une avancée. Donc on va voir. Mais c'est pas seulement. Il y a le dialogue, il y a l'ISF et il y a le fait qu'aucun sujet ne serait tabou. Donc on va voir dans les prochains jours. Mais le pouvoir est en train de bouger. Philippe, oui, sur le terme de révolution, pour qu'il y ait une révolution, enfin, vous citiez Louis XVI, c'est une révolte ou une révolution. Pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait quand même un programme, enfin une perspective révolutionnaire. Que les gens disent, enfin, la différence de la ça ressemble pas à ce qui se passe, non? Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de perspective. Enfin, on voit bien qu'il y a toute une série de malaises. Bon, il y a le malaise, disons, local, lié aux affaires, la taxe, l'essence, etc. Il y a le malaise d'un certain nombre de personnes qui qui ont à faire beaucoup de trajets en voiture, etc. Donc la mobilité, le pouvoir d'achat. Voilà. Il y a un malaise plus global, le malaise du pouvoir d'achat. Il y a une crise de représentation, on en parlait tout de même dans le match des idées juste avant. Il y a aussi un manque de confiance dans les élus, dans les corps intermédiaires. Tout à fait, oui, mais tout ça fait de la révolte. Mais pas une révolution. Enfin, de la révolution. Au fond, la révolution, où trouve-t-on ailleurs, si vous voulez, de la révolution? Alors, est-ce qu'on peut dire que les Italiens ou les Autrichiens sont en train de faire une révolution? Peut-être. Enfin, on peut discuter, parce qu'en tout cas, ils veulent des grands changements, ils ont un programme, ils font des choses. Là, les Gilets jaunes n'en sont pas du tout là. Enfin, vous évoquiez tout à l'heure l'élection présidentielle. Au fond, on peut dire effectivement que si on additionnait Mélenchon et Marine Le Pen, on avait une partie très plus Poutou, etc., une partie extrêmement importante du corps électoral, mais ils étaient absolument incapables de se rassembler pour définir une perspective permettant de faire une révolution. Donc on est dans cette situation dans laquelle le malaise est grand, le malaise grandit, on voit bien qu'il faut changer beaucoup de choses, mais quoi, comment ? On ne sait pas. Et donc, la révolution n'est pas pour demain. Il n'y avait pas tant de monde que cela dans les rues aussi. On était à moins de 150 000 personnes samedi et un soutien indéfectible des Français. Je voudrais qu'on regarde encore quelques chiffres. C'est le dernier sondage Harris Interactive. 72% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est énorme, et le soutien reste inchangé depuis 15 jours. 79% des Français jugent que le mouvement des Gilets jaunes pourrait devenir insurrectionnel. Alors, pas une révolution, mais une insurrection ou pas, Frédéric Savicki?
Je n'y crois pas, mais l'histoire, par définition, elle ne se répète jamais. Mais si on prend un exemple dans l'histoire relativement récente de la France, 68. Mais 68, à l'époque, beaucoup de gens espéraient, mais aussi diagnostiquaient une révolution qui ne s'est pas produite. Mais en 68, c'était quand même 10 millions de Français qui étaient en grève pendant un mois à peu près, une économie totalement bloquée. Donc bon, et le gouvernement a fini par trouver la voie de la négociation, de la concession. On a dissous et on a provoqué une nouvelle élection législative. Et puis, ensuite, l'histoire est repartie. Donc, qu'il puisse y avoir des émeutes multiples, incontrôlées ici ou là, des débordements, c'est tout à fait possible, mais une insurrection, ça veut dire quelque chose qui est coordonné. Pour l'instant, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas une organisation qui fédérerait, même ça simplement, qui fédérerait. Moi, je prends souvent l'analogie avec le mouvement 5 étoiles en Italie, qui a commencé comme ça, hein, c'est-à-dire que c'était des mobilisations locales assez fortes, et Beppe Grillo a réussi à, en quelque sorte, fédérer ce mouvement, et ça s'est fait parce qu'il y avait un leader qui avait une vraie légitimité, un vrai charisme, et puis il y avait aussi une plateforme numérique qui permettait de voter, qui permettait d'échanger. Il y avait un seul blog. Là, pour l'instant, on est très très loin de ça. Donc, il y aurait des moyens de coordonner ce mouvement, mais il y a des divisions profondes qui apparaissent d'ailleurs, localement comme nationalement. Donc, évidemment, brouillon, quoi. Voilà, c'est pas brouillon, c'est que forcément, ces gens qui se réunissent derrière une revendication négative, hein, on veut du pouvoir d'achat, on refuse, etc. Et le fait de voir les ils sont pas d'accord sur les se solutions. joindre au mouvement, les lycéens, peut-être les étudiants. On a vu aussi des incidents à Aubervilliers ce matin. Si ça commençait à toucher les banlieues, on pourrait peut-être se reposer la question, non? On pourrait se reposer la question, mais Rebecca Fitoussi, vous avez raison de vous interroger sur la nature de ce mouvement, essayer de trouver et de définir le bon terme. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites en ce moment dans le débat public, et en particulier, j'entends les termes de jacquerie ou de poujadisme. On n'est pas du tout là-dessus. Ce n'est pas un mouvement anti-impôt, entendons-nous bien. Il ne demande pas la fin de l'impôt, il demande juste un impôt mieux réparti et avoir c'est un mouvement contre l'injustice fiscale, non pas contre la pression fiscale. Ça, c'est vraiment très important de le souligner. Oui, c'est vrai, ils ne disent pas qu'ils veulent arrêter de payer des impôts. Non, ils ne le disent pas du tout. Et même la troisième revendication des Gilets jaunes, c'est une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc on n'est pas du tout sur un mouvement anti-impôt, une jacquerie ou du poujadisme. On l'a un peu caricaturé, ce mouvement. Ils ne veulent pas renverser les bases de la société. Ils se sentent sacrifiés. Ce qui est intéressant, et c'est là où la violence prend corps, c'est qu'en fait, ils ont le sentiment que leurs représentants, au lieu de d'incarner ce qu'ils sont, les a sacrifiés. Et qu'en fait, ils se sentent en trop. Et les 70 ou 79% de Français qui les soutiennent ont le sentiment que c'est pareil, qu'en fait, ce gouvernement s'intéresse à 10% de la population, que ça n'est pas eux. Et surtout, ce sont des gens qui travaillent. En fait, c'est le corps actif de la société. Ce sont ceux qui produisent. Ce sont vraiment les hommes et les femmes du quotidien qui, aujourd'hui, ont l'impression qu'on les a laissés pour compte. Et c'est très juste ce que vous disiez, mais on n'entend pas non plus ce dont il parle aussi d'aménagement du territoire. Il y a un point qui revient de façon systématique, c'est la question des déserts médicaux. Donc c'est aussi l'abandon de l'aménagement du territoire au profit d'une hyper-concentration dans les centres, dans les Sauf que là, pour le coup, le gouvernement actuel hérite d'une situation et il est en train d'y travailler, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Oui, mais tous ces phénomènes de concentration, il les accentue en parlant uniquement de rationalisation et j'allais dire pas de la vie des gens sur les territoires. Alors, vous faites parfaitement ma transition avec cette troisième partie, parce qu'il y a une autre question qui se pose. Est-ce que c'est un mouvement de la province contre les grandes villes, des classes modestes contre les classes aisées? Éric Charme, chercheur à Lyon, nous dit ceci sur France Info. Ce n'est pas la France périphérique contre la France des métropoles. Paris est la seule ville qui est citée de façon péjorative parce que Paris incarne l'élite nationale, les riches. Fin de citation. Samedi, beaucoup de sites symboles de richesse ont été visés, ça ne nous a pas échappé. Des boutiques de luxe, on a vu des tags renverser la bourgeoisie, des tags anti-banquiers. Certains gilets jaunes ont scandé « Les riches doivent payer ». Je voudrais vous montrer cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre à quel point le soutien aux gilets jaunes dépend de la classe sociale. Et vous parliez de classe tout à l'heure, Céline Pina, on va y revenir. Gilets jaunes, la lutte des classes réactivées, c'est le titre de RTL. Et regardez les chiffres, 29% des cadres interrogés soutiennent le mouvement, quand 62% des ouvriers interrogés le soutiennent. Est-ce que oui ou non, il y a une forme de lutte de retour des classes, Philippe Diribar? Je crois. Enfin, il y a une grande promesse
qui a été faite, et qui a été faite bien avant le gouvernement actuel, qui a été faite il y a déjà déjà au moment de la construction de l'Europe, auquel on a dit, on va développer une concurrence mondiale grâce auquel on va augmenter l'efficacité économique. L'efficacité économique, on va produire de la richesse. Cette richesse, on va la redistribuer et on va avoir cet effet de déversement. Et au fond, si au départ, ce sont les riches qui profitent de cette concurrence... C'est le ruissellement, quoi. Tout le monde va en profiter, etc. Et au fond, beaucoup de gens y ont cru, si vous voulez. Enfin, c'était toute la théorie le progrès social par le progrès économique. Je me rappelle encore, le programme Jospin, c'était ça. Sur le papier, ça se tient. Et alors, sur le papier, ça se tient. Quand on ne regarde pas comment ça se passe vraiment. Parce qu'il y avait l'hypothèse très très forte, c'était de tous les gens. On allait éliminer les poches d'inefficacité. Alors que les gens qui étaient dans les poches d'inefficacité, ils allaient trouver un autre emploi meilleur. Mais en fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient dans les poches d'inefficacité, une fois qu'ils perdaient leur emploi, ils n'en ont pas retrouvé d'autres. Ou alors, ils ont retrouvé des emplois pires que celui, disons, qu'ils ont perdu. Et maintenant, je crois qu'on a fini par se rendre compte que le gouvernement actuel, finalement, a radicalisé cette promesse, en disant, voilà, on va donner de l'argent aux riches, mais du coup, les riches vont créer des emplois, il y aura ce ruissellement, tout le monde va en profiter, etc. Bon, en fait, on s'aperçoit maintenant que cette belle promesse, disons, n'est pas tenue. Alors, elle n'est pas tenue en France, elle n'est pas tenue dans le monde, elle n'est pas tenue en Europe, elle n'est pas tenue aux États-Unis, elle n'est pas, etc. Donc, on est dans une situation dans laquelle tous les sursis en disant qu'elle n'est pas tenue, mais elle va l'être, etc. Au fond, c'est comme appel à la patience. Voilà, de la fin du Parti communiste, la fin du communisme soviétique. On disait, oui, le communisme n'a pas encore donné, tout ça, c'est bien fait, mais ça va venir, etc. Il vient un moment où on s'aperçoit que non, finalement, que la promesse, c'est une promesse mensongère, et que, voilà. Alors là, c'est quelque chose qui se manifeste sous des formes différentes, dans les divers pays industriels, développés, etc. Et alors, en France, oui, ça cette manière, disons, française, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels on a plus l'habitude, on discute, on dialogue, etc. En France, il y a quand même l'habitude du pouvoir de rester droit dans ses bottes. Vous vous rappelez Juppé ou l'affaire du CPE, et dans lequel, finalement, on négocie, mais il faut que ça aille vraiment très très mal pour qu'on négocie. Donc on endort les peuples, quoi, Frédéric Savic. Cette révolte populaire, elle a pris plusieurs formes dans différents pays. Ça a été l'élection de Trump aux États-Unis sur la base, en partie quand même, d'un programme de promesses de Make American Great Again. En Grande-Bretagne, c'est le Brexit, quand même. En Italie, c'est la conjonction du mouvement 5 étoiles. Un combat contre les élites. Il y a aujourd'hui, effectivement, clairement, une partie de la population. Donc c'est le retour de la lutte des classes ou pas? Vous iriez écoutez, la lutte des classes. Les classes sociales n'ont jamais disparu. Quand on étudie concrètement la répartition des chances d'accès à la réussite scolaire, au patrimoine, à la fortune, les classes, elles existent. Simplement, effectivement, elles ne sont pas forcément... Les acteurs sociaux n'en ont pas forcément conscience. Et le débat public de ces 15-20 dernières années a plutôt mis l'accent sur les questions d'identité, sur les questions de laïcité, etc., et a occulté la question sociale. Là, ce qui se passe aujourd'hui, en France et ailleurs, c'est le retour de cette question sociale. C'est le retour de la question des inégalités. Inégalités, bien sûr, en matière fiscale, inégalités de patrimoine, inégalité de revenus, inégalité d'accès aux services publics. Tout ça, aujourd'hui, revient par la fenêtre après avoir été longtemps mis à distance parce que les gouvernements successifs menaient des politiques très, très proches sur le plan économique et social et donc cherchaient à se distinguer, à se différencier sur d'autres thématiques. Eh bien non, il y a un moment, ça ne marche plus parce qu'effectivement, la promesse du ruissellement, elle n'est pas là et que les inégalités se creusent et ce gouvernement les a creusées encore un peu plus. Les études récentes ont montré que la politique fiscale menée depuis 2017 avait abouti au surenrichissement des plus riches. C'est même pas des riches ou des cadres supérieurs, c'est vraiment des 0,1% de la population, tandis que pour les retraités, ça a été la CSG, pour les fonctionnaires, c'est le gel consécutif de leur salaire depuis maintenant 8 ans. Voilà, c'est tout ça qui remonte aujourd'hui, c'est vous n'avez pas tenu vos promesses, et évidemment, vous n'avez... Alors ça, c'est le grand problème, c'est que pour les syndicats, mais surtout pour les partis de gauche en particulier, qui devraient pouvoir, entre guillemets, profiter de la situation, il y a le discrédit, il y a le manque de confiance qui fait que c'est l'auto-organisation ou la violence qui est vue comme le seul moyen de faire bouger les choses. C'est même très... embêtant parce qu'il y a un refus des Gilets jaunes de s'organiser. Il y a un refus des Gilets jaunes, quelque part, de passer du contre au pour et d'essayer de proposer un chemin parce qu'ils voient ça comme une récupération. Or, s'il n'y a pas, à un moment donné, de débouché politique,
tout cela ne sert à rien. Oui, mais on avait une femme gilet jaune sur s'effondrer. France 2 hier qui disait mais après tout, c'est les politiques qui sont payés pour ça, pour proposer des solutions. Nous, on vous dit le problème, c'est à vous d'apporter les solutions. Et c'est pas faux. Oui, mais j'allais dire, par exemple, prenez, à un moment donné, on ne peut pas abandonner toutes ses responsabilités. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les Gilets jaunes donnent un mot d'ordre en disant on monte sur Paris, il va quand même falloir qu'ils assument aussi le fait qu'il faut bien des services d'ordre, qu'il faut un petit peu s'organiser. Et définir un parcours. On ne peut pas être spontané en permanence Bien quand sûr. on voit ce que ça donne. Eux-mêmes n'ont pas envie de ça. Mais moi, je voulais revenir, il me semble que ce qui est le plus important, c'est vraiment la trahison des clercs. C'est-à-dire que non seulement les gens ont le sentiment que les promesses ne sont pas tenues, mais qu'en fait, on les a trahis dès qu'on les fait. De toute façon, on n'a pas l'intention de les tenir et qu'ils sont... et surtout, ils anticipent le fait que leurs enfants, eux, vivent déjà moins bien que leurs parents, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Donc, on leur demande des sacrifices, mais on ne leur propose quelque part aucune alternative, aucun débouché, aucune progression et aucun espoir. Et le sacrifice sans espoir, ça ne peut amener qu'à la révolte. Fleur Santi-Stéban, il nous reste 30 secondes. Alors, un chiffre, dans notre pays, 20% des plus riches détiennent 40% du revenu disponible. Donc, tant qu'on n'aura pas réussi à résoudre ce problème, on continuera à avoir une colère sociale qui est légitime et justifiée.